Elle s'est détendue après. Elle va dormir tout le temps. Elle n'a pas du tout rajouté. Elle mélange un peu les temps. Hein, elle revient sur... Moi ce matin elle m'a dit quand on aura fait mon macoque qu'on doit me faire, ça sera mieux. Tu vois, et elle te disait ça de façon très... Voilà. Ce matin, elle me disait, je pense qu'elle se mélange un peu, elle ne sait plus très bien à quel moment de l'hospitalisation. Elle fait souvent des références à ce qui s'est passé avant. Ouais, elle fait des flashbacks, je pense qu'elle ne sait plus très bien à quel moment de l'hospitaler, si elle est, quand elle est... Parce qu'elle avait l'air très sûre d'elle, quoi, quand on m'aura fait mon corset, je pense que ça ira mieux. Et elle avait exactement le même discours que quand elle est venue la première fois. Non, mais une fois qu'on aura géré la douleur, je sens que... Tu vois, c'est bien quand elle disait ça, si on gère la douleur, du coup ça ira mieux, je pourrais rentrer, alors qu'elle ne disait plus, enfin elle ne disait pas ça. Donc moi j'ai choisi de travailler en soins palliatifs, ça fait déjà un peu plus d'une dizaine d'années, même, même 12 ans. En tant que médecin, j'ai découvert la technicité des soins palliatifs, ça c'est aussi quelque chose qui m'a plu, parce que j'avais un peu une image un peu édulcorée des gens qui tiennent la main en attendant que ça se passe. Voilà, donc ça, la technicité, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça super intéressant et qu'on pouvait faire plein de choses et je trouvais ça vraiment enrichissant. Et avec les aides-soignants, qu'avec les infirmières, qu'avec les bénévoles, que la parole de chacun a autant d'importance que la parole de l'autre et qu'il n'y a aucune décision qui soit à sens unique, que même les décisions médicales, elles sont toujours appuyées par l'équipe, ou si elles ne sont pas appuyées par l'équipe, on se remet en question, on se pose des questions, en tout cas il faut leur expliquer pourquoi on fait ça. Voilà, donc le travail d'équipe, je trouve ça vraiment très intéressant. Et puis, contrairement à ce qu'on pense, parce que quand on annonce qu'on travaille en soins palliatifs, ça plombe un peu l'ambiance dans les dîners. Si on veut plomber l'ambiance, c'est pas mal de dire qu'on travaille en soins palliatifs. En général, il y a un grand blanc après, et puis personne ne parle. Et puis ce qu'on dit souvent, c'est « Oh là là, ça doit pas être facile tous les jours, un bon courage, parce que ça doit pas être facile. » Et en fin de compte, moi je trouve que c'est plutôt plus facile que la médecine curative, parce que on a des relations avec la famille, avec les patients qui est hyper naturelle, qui est décomplexée de tout enjeu thérapeutique. Ça c'est le côté facile pour le médecin, c'est-à-dire que moi je suis pas cancérologue, je vais pas leur proposer de chimio, c'est pas moi qui vais décider d'arrêter une chimio, de prolonger une chimio, je peux participer à la décision, mais c'est pas moi qui vais prendre la décision. Donc je dirais qu'on arrive un petit peu parfois après la bataille. Et du coup, il y a des relations très spontanées, très naturelles avec les familles et avec les patients que je trouve vraiment chouette. Et puis du coup, c'est très enrichissant. On vit des très belles choses. On est détaché de cet enjeu, enjeu thérapeutique qu'on peut avoir dans la médecine curative, quoi. Je trouve ça assez agréable comme situation. C'est toute la difficulté des équipes de soins palliatifs par rapport à une équipe d'un service, j'allais dire classique, où il y a un nombre d'actes qui va être 1. Quantifié, 2. Valorisé et 3. Servir de paiement, entre guillemets, et donc de fonctionnement financier au sein de l'établissement dans lequel ils sont. Alors que le soin palliatif, il y a du soin évidemment, il y a de la technicité évidemment, mais il y a beaucoup de présence, de petites choses, de discussions avec les familles, de s'asseoir sur un lit et de tenir une main. Et ça, c'est pas à l'heure actuelle, j'espère que ça le sera un jour, mais en tout cas à l'heure actuelle, c'est pas ni quantifiable, ou peu quantifiable, et en tout cas, c'est pas du tout valorisé. Et ça, c'est difficile, et je pense que c'est difficile pour les équipes, parfois, vis-à-vis de leurs collègues d'autres services, qui ont l'impression que finalement... c'est cool de bosser en soins palliatifs. On est souvent assis autour d'un café ou on est souvent dans le salon des familles. Voilà. Et parce que ce côté accompagnement n'est pas valorisé suffisamment, alors que c'est essentiel, parce qu'on voit bien qu'il y a parfois des patients qui arrivent ici avec leur famille, qui ont vécu des situations extrêmement conflictuelles, ça peut même aller très loin dans certains services. Ils arrivent ici et ça se passe bien. Pourquoi ça se passe bien? C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, ça se passe bien parce qu'on a du temps. Et ce temps-là, il va falloir un jour trouver un système pour le valoriser mieux que ça. Elle a un peu, devant ses enfants, elle ne parle pas du tout de ça, elle montre vraiment un grand sourire et... Voilà. C'est fou quand même le contrôle qu'elle a, parce qu'elle nous montre des facettes complètement c'est son mode de fonctionnement pur. Ouais. Elle a retracé effectivement ce qu'elle avait commencé avec toi hier, tu vois, sur son histoire, tout ça, elle a effectivement plus parlé de ça, mais tu sens bien que c'est sa façon d'être et que si on va effectivement lui dire mais parlez à vos enfants, ou elle va aller très mal, quoi.
Tu vois, enfin, c'est aussi, elle a conscience, c'est en ça que je fais non pour le déni, alors pas le déni des symptômes, mais le déni de la maladie. Elle n'est pas dans le déni de la maladie. Elle est dans le pas déni dans des symptômes. Elle sait très bien. Elle dit qu'elle n'a pas mal, qu'elle ne voilà. vomit pas alors qu'elle vomit. Voilà. Mais tu entends très bien que quand elle t'a dit, enfin ma mère dit, que ce soit dans une semaine ou dans 2 ans, je sais pas, ça va m'arriver. Tu vois, ça m'a aidé à prendre du recul et moi j'ai appris plein de choses dans le DU aussi. Justement, de se dire qu'on n'a pas réponse à tout. Ça fait du bien d'entendre ça. Comme quoi, il ne faut pas rester sur des échecs, mais on n'a pas réponse à tout, on peut pas toujours tout maîtriser. Et qu'en palliatif, il n'y a jamais de certitude. Ça, c'est bien, je trouve, de se dire ça, pas de certitude. Et moi, je viens au travail différemment maintenant. Je prends moins les choses à cœur. Et ce que je retiens du DU aussi, parce que là j'arrive au terme de ma formation, parce que j'ai ma soutenance au mois de juin, c'est une chose que j'ai entendue par un psychologue, c'est de faire confiance aux malades. Et aujourd'hui, c'est vrai que je lui fais plus confiance. Si le malade il dit quelque chose, ben, comme la dame là qui est dans le, enfin pour nous elle est dans le déni, moi je suis persuadée qu'elle ne l'est pas, mais elle montre qu'elle est dans le déni, je lui fais confiance quand même. On est moins dans la maîtrise des choses. On laisse aussi la vie faire son chemin, même si c'est en fin de vie. La dame, elle a le droit de réagir comme ça. On ne peut pas tout transformer. La mort idéale, la prise en charge idéale, ben, elle n'existe pas en fait. Donc ça permet de prendre du recul. Moi, je suis contente d'avoir fait un DU, franchement. J'aurais dû le faire avant et on devrait le rendre obligatoire parce que ça vous transforme complètement. Moi, ça fait pourtant 16 ans que je travaille en soins palliatifs. Avant, je travaillais à Paris. J'ai travaillé dans un service où on prenait en charge les gens atteints du sida. Et à l'époque, mais on faisait des choses épouvantables. Enfin épouvantables. C'était en association avec le patient aussi. On luttait contre la mort. Et on a sûrement fait des examens qui n'étaient pas adaptés ni raisonnables, mais on se cachait derrière le maximum d'examens pour lutter contre la mort. Ce qui fait qu'on a perdu de vue le patient. La personne, le soigner. Et ça, c'est... Maintenant, je le réalise. Et depuis que j'y suis, je ne veux plus le quitter, ce service. Alors, je ne sais pas si c'est un lien avec le passé, mais je me dis que on essaie d'améliorer les fins de vie quand même. On vit des choses pas simples. Tu as pu voir avec nous. On est à chaque fois, je dis souvent aux étudiants que les situations qu'ils vont voir, c'est les pires des situations, parmi les situations déjà difficiles. Donc déjà, l'hôpital, c'est des situations compliquées, et nous, on va voir les situations compliquées des situations compliquées. Donc par définition, on voit des choses qui sont difficiles. Mais malgré ça, moi, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal, qu'on arrive à aider les gens. Peut-être... au-delà des compétences individuelles, je crois que c'est parce qu'on a une richesse collective. Et donc, quand on part voir un patient, on y va rarement sans avoir pensé la stratégie avant. Alors, un observateur extérieur le repère peut-être pas toujours. Mais si on prend l'exemple de ce matin, de l'infirmière qui nous dit qu'il y a eu un soin de bouche qui a été fait avec du chocolat, c'est l'aboutissement d'une stratégie définie dès la première phrase dite par l'épouse. Non, enfin même avant. C'est une stratégie définie au moment même où je suis rentré dans la chambre. C'est-à-dire qu'au moment où je rentre dans la chambre, je vois 3 personnes qui sont assises au pied du lit et qui veillent un mort. Normalement, souvent, avec l'expérience, ça veut dire qu'ils ont du mal à trouver leur place, qu'ils ont du mal à investir. Et donc derrière, un des premiers objectifs, un objectif qu'on a, c'est comment les investir. Et on va se saisir de la première opportunité. L'épouse parle des soins qu'elle veut faire, boum, on va basculer sur les soins de bouche. Donc au départ, ça peut paraître comme ça, assez le hasard, qu'est-ce qu'il vient de parler d'un soin de bouche au chocolat, qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais en fait, du début à la fin, c'est conduit. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez, que moi je trouve assez passionnant. Mais c'est vrai qu'on rencontre les patients à un moment particulier.
Je pense que dans la posture qu'on prend avec eux aussi, ils sentent qu'on est à leur écoute, donc il est possible d'échanger avec nous sur leur situation, sur ce qu'ils veulent d'ailleurs. Ils nous emmènent où ils veulent et ils savent qu'ils ne seront pas obligés de nous revoir, contrairement à des soignants du service qui vont voir régulièrement. Du coup, on peut avoir une certaine frustration là-dessus, d'avoir des petits bouts d'histoire, de pas avoir... Des fois, ça nous fait du bien d'avoir des histoires qui commencent et qui se terminent, hein, tu vois, d'avoir une histoire. C'est-à-dire que c'est quand même... T'accompagnes des patients, justement, à la fin de leur histoire. Donc il y a quelque chose là qui est précieux. Une histoire qui se termine, c'est pas rien. Je pense qu'on est surtout là pour soutenir les équipes, essayer de les compagnonner, leur apprendre, les conforter dans ce qu'ils font aussi. C'est important parce que nous, on arrive de l'extérieur, là, et puis souvent on est mis à une place par les familles, justement, un peu idolâtrés, quoi. Donc je pense que c'est important de soutenir les équipes aussi en les rassurant et leur dire si on est mis à cette place-là, c'est parce qu'on est là aujourd'hui comme ça, donc à une place différente. On est considéré entre guillemets comme expert dans certaines situations. Alors bon, on a des notions bien sûr, mais on n'est pas plus expert que là. Donc c'est important par rapport aux équipes et leur dire c'est eux qui sont en première ligne. Nous on est juste pour ajouter une petite touche et comment ils vont faire avec cette touche-là. C'est eux qui vont être là 24 heures sur 24. C'est ça aussi qui est particulier à l'équipe mobile, c'est qu'à la fois on intervient donc quand même souvent auprès d'un patient, mais auprès d'une équipe, et puis on intervient à deux. Donc notre intervention, elle va se lire sur plein de critères différents, quoi. Est-ce qu'on a bien bossé auprès du patient ? Peut-être auprès du patient, le contact s'est bien passé, on a l'impression d'avoir fait quelque chose, mais auprès de l'équipe, on va se dire que là, on a loupé un truc, que finalement, on n'a peut-être pas fait... Il y a une expression ici qui est très souvent utilisée, c'est faire école. Est-ce qu'on a fait école ou pas ? C'est-à-dire, bon, au-delà du bénéfice qu'on peut apporter en termes de confort aux patients, l'idée, ça va être, est-ce qu'on a quand même transmis quelque chose ? Pas forcément d'un savoir, parce qu'un savoir... c'est pas forcément de ça dont il est question, mais plus d'un questionnement, finalement. Est-ce que notre intervention va avoir permis à une équipe ou à un interne de se dire « Ah oui, tiens, en se posant telle ou telle question, peut-être que je peux accéder différemment à mon patient. » Et voilà. Il va y avoir ce niveau de lecture-là. Et puis après, nous, en binôme, est-ce que... Mais le binôme, c'est de l'impro, quoi. C'est pour ça que c'est super dur, mais en même temps, ça a un côté... Quand tu es content, il y a une réelle satisfaction, parce que finalement, tu sais pas trop... C'est dans l'après-coup, en fait, où tu réalises que là, il y a eu un acte, que tu as posé un acte qui avait peut-être du sens et que ça a pu avoir un effet aussi pour cette famille-là. Ce que je trouve très agréable, c'est... ça fait 2 ans à peu près qu'on va au domicile des soignants. Et ça, je trouve que c'est vraiment du... Domicile des patients. Des patients, pardon, oui. Et je trouve que ça, c'est vraiment du bonheur et ça a été une bouffée d'air pour nous dans notre exercice. Je trouve qu'aller au domicile, c'est complètement différent. Parce que là, on est reçu chez eux, c'est eux qui nous accueillent et on est en dehors du milieu hospitalier. Et ça, c'est quelque chose d'important. De même, quand on va dans un service, mais c'est quelque chose qu'on avait travaillé dès le début de l'équipe mobile, on y allait en tant que personne, parce que forcément, c'est moi qui vais. Mais le langage que je dis par rapport à une situation, les paroles que je porte sont entre guillemets garanties par l'équipe. C'est toute une philosophie qui est travaillée. Et dans les comptes rendus, qu'on laisse, je trouve qu'il faut être très vigilant par rapport à ça, parce
on garantit l'esprit d'équipe et la vision de l'équipe mobile aussi à l'extérieur. Donc pour qu'il y ait une confiance qui s'instaure. On avait marqué le changement de poche tel que... Oui. Bonjour. Salut tout le monde. Ça va? La détection. Donc moi je suis médecin pneumologue. Mon champ d'action principal, c'est des patients qui sont atteints de cancer du poumon, ou de cancer thoracique, donc des cancers plutôt parmi ceux qui ont le plus mauvais pronostic. Donc un certain nombre de patients, la plupart des patients chez qui on fait le diagnostic vont finir par décéder de leur maladie. La plupart du temps dans un service de pneumologie ou à leur domicile ou bien dans une équipe de soins palliatifs. Donc de mon point de vue, ça fait partie vraiment intégrante de la prise en charge, c'est-à-dire qu'on voit des patients chez qui on va diagnostiquer une maladie cancéreuse, on va les prendre en charge pour leur donner les meilleurs soins possibles. Un certain nombre d'entre eux, heureusement, vont pouvoir guérir et un certain nombre d'entre eux ne vont pas guérir. Donc l'activité de soins palliatifs, de mon point de vue, elle est totalement intégrée à la prise en charge de ces patients et elle est intégrée dans l'esprit, en tout cas, dès le départ. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour faire de la chimiothérapie, je ne suis pas là pour faire de la radiothérapie, je suis là pour soigner des gens qui sont atteints d'une maladie sérieuse et qui ont besoin du maximum d'aide. L'aide, elle peut être médicamenteuse, bon ça je pense qu'on est tous capables de faire. Et puis il y a l'aide humaine qu'on peut apporter en plus, la valeur ajoutée que moi en tant qu'individu ou en tant qu'être humain, autre être humain, je peux apporter à un être humain qui est en souffrance, qui est en face de moi, par mon attention, par l'écoute que je peux lui apporter par rapport à ses questions, les réponses que je peux apporter à ses questions, et l'écoute que je peux apporter par rapport à un certain nombre de ses besoins, qui peuvent être des besoins qui paraissent futiles quand on a une maladie extrêmement grave et un pronostic engagé, mais même quand on a un cancer, on a le droit de vivre. Je dirais surtout quand on a une maladie grave, on a le droit de continuer à vivre, et nous on a le devoir d'aider les patients à continuer à vivre. Donc les soins palliatifs, pour moi il n'y a pas de césure, c'est-à-dire qu'on n'a pas un patient où un jour on est en soins actifs et un jour on est en soins palliatifs. C'est une question plutôt, je verrais ça plutôt comme un état d'esprit. C'est un état d'esprit, je m'occupe d'une personne, je ne m'occupe pas d'une maladie, je ne suis pas en train de donner un traitement, je suis en train de soigner une personne. Cette personne, elle est à bien des égards mon égale, elle peut m'être supérieure sur certains plans de courage, de capacité à supporter des choses terribles, et elle peut être mon inférieure, parfois parce qu'elle n'a pas les connaissances que j'ai, mais là c'est à moi de me mettre au niveau du patient, de lui expliquer quelles décisions on prend, pourquoi on les prend, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Donc voilà, avoir des lits identifiés de soins palliatifs, de mon point de vue, ça nous a surtout permis de réfléchir à la prise en charge en équipe et en continu tout au long de l'histoire du patient. Parce qu'on vit des histoires qui sont difficiles, douloureuses, mais en même temps on vit des moments qui sont extrêmement forts, qui sont dérangeants, mais qui sont aussi réconfortants. Réconfortants dans ce qu'on a apporté à une personne, en tant que professionnel de santé, oui, mais aussi en tant qu'être humain. S'il vous plaît, on est en soins. On est en soins. Le peu est rien en tout. Voilà. Et tu renvoyais au fait que dans les soins palliatifs, puisqu'il ne reste plus, il n'y a plus le thérapeutique, il n'y a plus le médical, il ne reste que le presque rien. Là, on va reprendre Jonkelevitch, mais ce presque rien qui peut être presque tout et qui est le prendre soin des soignants. Les photos, là, quand on voyait Sébastien, le sourire, les photos que tu as prises à Nantes,
Et oui, c'est essentiel. On pourrait croiser avec aussi le fait d'être en pleine conscience de ce qu'on vit. Parce que pour saisir le détail, il faut le vivre aussi. Donc, si le patient, parce que ça nous va bien de causer, là, mais on n'est quand même pas, c'est pas demain qu'on va fermer les yeux. Mais je pense que le patient, on en voit, hein. Moi j'ai fait un peu parfois de relaxation avec certains patients, et certains c'est pas possible parce qu'ils sont trop emprisonnés par leur esprit, par la souffrance. Mais si le soignant a cette capacité de le rattraper par la vie du moment, de l'instant, par sa manière d'être, de parler, et d'être en relation intense, hein, on parlait de l'intensité tout à l'heure, eh bien il lui donne plus de vie. Et souvent on dit la vie jusqu'à la fin, mais c'est moi qui dis ça, on dit fin de vie, mais c'est la vie jusqu'à la fin. Et cette vie-là, elle va dépendre des soignants, des petites choses, du regard. Hélène? C'est bon, Martine? Oui, ça marche pour Hélène. Je pense que Myriam est au trans. Ah. Elle fait partie au trans avec Myriam alors? Ah non, là, il y a une présence là. Elle est là, Martine. Elle est au trans? Ouais, elle est au trans. Alors, l'identifier, prise en charge du patient, c'était quelque chose... déjà, tous les patients, tous les agents sont formés à la démarche palliative, hein, sur 2 jours. Donc, ça a permis une réflexion de chacun, une approche autant sur les lits identifiés que pas, parce que c'est au quotidien, c'est pas que sur les patients en fin de vie. Ça a permis aussi une autre approche du prendre soin sur tout patient au quotidien, finalement. Ça a permis aussi une réflexion plus approfondie et collective avec des staffs où tout le monde donne son opinion, différents avis, où finalement tout le monde n'a pas le même avis en fonction de sa pratique, de sa vie aussi personnelle. Et donc ça permet des réflexions en équipe beaucoup plus approfondies sur le devenir, comment on peut le prendre mieux en charge. On est plus dans des soins encore plus personnalisés aux patients, je pense, quand même. Avec une prise en charge dans la démarche palliative de certains détails, tant au niveau de l'alimentation, on va facilement mettre du plaisir, tant au niveau... d'un petit détail qu'on peut apporter aux patients au quotidien, une visite, une photo, je sais pas, de la musique. Voilà, on va beaucoup plus loin, je pense, dans la recherche du détail avec la famille pour faire plaisir aux patients. Plaisir et que l'accompagner au mieux, évidemment, avec le moins de douleur possible. Voilà, une réflexion aussi sur l'avant, je dirais, l'après aussi, hein, parce que, et une attention aussi particulière à ces familles aussi, différentes sont-elles, hein, que ce soit des patients qui sont jeunes ou âgés. Et en fait, ces lits dédiés ont quand même aussi, on a la chance de pouvoir en parler directement. On a une réunion hebdomadaire, ce qui permet quand même que les agents puissent se libérer de certaines prises en charge, hein, qui peuvent paraître lourdes sur le moment et qui finalement après, parce qu'elles ont besoin d'en discuter, et ça permet de se libérer et puis de savoir, de comprendre la prise en charge qui s'est faite. Ça a été pendant toi ou quoi? Rien, et bien de ce côté. T'as répondu? Non, par contre, je suis... Au départ, j'ai demandé son prénom. Peut-être plus de patience, davantage de patience et d'écoute. On est moins dans le speed, on se pose quand on est auprès des patients. Prendre le temps, je crois, prendre le temps de faire les choses, la douceur, Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? La souffrance.
la souffrance ou le regard parfois, le regard qui veut dire plein de choses mais que tu ne traduis pas. Bah ouais, tu le traduis pas, donc ça peut être la détresse, ça peut être la souffrance physique, morale, plein de choses, quoi. Ça peut être ton impuissance, quoi. Oui, c'est ça, oui. Ou ton incompréhension, parce qu'il y a certainement des choses à devoir comprendre, mais tu les comprends pas. Parce que le patient, il exprime, mais toi, tu les comprends pas. Tu vas des fois au staff d'équipe mobile, est-ce que ça t'apporte bah, ça apporte une cohésion d'équipe, quoi, une symbiose dans la prise en charge. Enfin, tout le monde fait pareil et ça nous aide à avoir une ligne de conduite d'équipe. Sinon, chacun fait comme il l'entend, comme il le sent, et c'est pas ce qu'il faut toujours faire. Donc voilà. Ça nous apporte surtout ça, quoi. Enfin, à moi, en tous les cas, je trouve que c'est... Quand j'y vais, c'est parce que j'ai un doute sur une prise en charge ou une conduite à tenir, et qu'est-ce qu'on doit dire au patient, si c'est un retour à domicile ou si c'est pas un retour à domicile, si on peut lui laisser espérer ou pas. Enfin... Vous êtes tombé où? C'est quoi votre travail avant? Votre travail, c'était quoi? Madame, et puis on ira voir le monsieur, ça sera ça, je dis rien. International ou national? National. Ah ouais. Combien d'années vous avez fait routier avant? Oh là là. Alors? C'est le bonheur. Ah, c'est vrai? Et votre dame, elle faisait quoi? Votre dame, elle faisait quoi? Elle travaillait pas? Alors, 19 c'est de ce côté-là, 14 c'est de ce côté-là. À partir de 15h.